Salam alaikum et bienvenue dans ce 8e cours. Cette fois-ci, nous allons commencer le chapitre 4 qui va être réparti en 4 parties. Dans cette première partie, nous allons étudier la propagation des ondes électromagnétiques dans différents milieux. Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la propagation des ondes électromagnétiques dans les conducteurs et les isolants. Un isolant est caractérisé par une permittivité d'électrique epsilon qui est différente du vide. Donc, tout milieu matériel possède une permittivité différente du vide qui est caractérisée par le paramètre epsilon. On met le 0 quand on est dans le cas du vide. Le rapport entre epsilon et epsilon 0 est appelé epsilon relatif. C'est la permittivité relative. Donc, la permittivité relative correspond au rapport entre epsilon et epsilon 0. De même, si le matériau a des propriétés magnétiques, on a mu qui serait égal à un coefficient fois mu 0. Il sera différent de la permittivité magnétique du vide. Et donc, mu sur mu 0 serait égal à mu r. Mu r est la permittivité magnétique relative. En démarrant des équations de Maxwell, que je rappelle, divergence de D est égale à ρ, c'est l'équation de Maxwell-Gauss. Divergence de B égale à 0, c'est la conservation du flux. Rotationnel de E égale moins dérivée de B par rapport au temps, l'équation de Maxwell-Faraday. Et enfin, rotationnel de H égale courant de conduction plus le courant de déplacement qui s'exprime différentiel ou dérivé de D, vecteur de déplacement, par rapport au temps. Sachant, et là ce qui va différer, que D est égal à epsilon fois E. D, le vecteur d'excitation électrique, ou appelé vecteur déplacement électrique, est proportionnel à E à travers la permittivité d'électrique qui change ici. Au lieu de epsilon 0, on a epsilon. De même, le champ magnétique est égal à mu au lieu de mu 0. Mu, la permittivité de votre matériau, fois le champ d'excitation magnétique. Alors, dans un isolant parfait qui est en équilibre électrostatique, il n'y a ni charge libre, ni charge excédentaire, ni courant de conduction. Donc, ρ, la densité volumique de charge, ça est nul, et la densité de courant de conduction est nulle. Qu'est-ce qui va nous rester? Donc, divergence de E est nulle, divergence de B est nulle, rotationnel de E est égal à moins variation de B par rapport au temps, reste inchangé, et rotation de B égale mu fois E fois epsilon, mu fois epsilon D de E par rapport au temps. Ce qui a changé la première équation, Maxwell-Gauss, et Maxwell-Ampère, la dernière équation. Alors, comme nous l'avons déjà fait, nous allons appliquer le rotationnel sur les deux membres de l'équation de Maxwell-Faraday. Alors, on aura rotationnel du rotationnel de E égale, pour le deuxième membre, rotationnel de moins dérivé de B par rapport au temps. Comme nous l'avons déjà vu, les maths nous autorisent à permuter les dérivés quand ils sont indépendants. Ici, c'est une dérivation dans le lieu. Ici, c'est une dérivation dans le temps. Donc, je peux permuter les dérivations et j'aurai moins dérivé de temps du rotationnel de B. Sachant bien que le Laplacien de E est égal à gradient de la divergence de E.
ça c'est une propriété mathématique, moins le rotationnel du rotationnel de E. Ce qui fait que on tire la relation mathématique, le rotationnel du rotationnel de E est égal au gradient de la divergence moins le Laplacien du champ électrique. Donc, je remplace le rotationnel du rotationnel de E par cette expression. J'aurai gradient de la divergence de E moins le Laplacien de E qui vient prendre la place du rotationnel de E. Et le deuxième membre égal à moins dérivé par rapport au temps du rotationnel de B. Alors, la première équation de Maxwell-Gauss nous indique que la divergence de E est égale à 0 parce qu'il n'y a pas de charge excédentaire, le matériau est neutre, et dans ce cas-là, le premier terme, gradient de la divergence s'annule, et j'aurai uniquement moins Laplacien de E égale moins la dérivée par rapport au temps du rotationnel de B. Or, l'équation de Maxwell-Ampère nous dit que le rotation de B est égal à mu fois epsilon dérivé de E par rapport au temps, puisque la densité de courant de conduction est nulle. Il n'y a pas de conduction dans un isolant parfait. On remplace dans notre équation précédente, l'équation 5, on remplace le rotationnel de B par cette expression, on obtient moins Laplacien de E égale, quand je remplace ça, moins mu epsilon, deuxième dérivée par rapport au temps de E. Première dérivée et la deuxième dérivée dans l'expression du rotationnel de B. Et donc, j'obtiens moins Laplacien de E égale moins mu epsilon dérivée deuxième du temps par rapport au E. Donc, si je ramène le Laplacien de E au deuxième membre, j'obtiens notre équation, l'équation de D'Alembert, qui s'écrit Laplacien de E moins mu epsilon, deuxième dérivée par rapport au temps du champ électrique est égal à 0. On notera équation 6. Alors, de la même façon, si on applique on applique le rotationnel des deux membres sur les équations de Maxwell, notamment en commençant par l'équation de Maxwell en paire, on peut facilement démontrer que même le champ magnétique obéit à l'équation de D'Alembert, à savoir le Laplacien de B est égal à moins mu epsilon, deuxième dérivée de B par rapport au temps égal à 0. Donc, les deux champs, le champ électrique et le champ magnétique, dans un diélectrique parfait, dans un isolant parfait, obéissent à l'équation de D'Alembert. Donc, si le champ électrique et le champ magnétique obéissent à l'équation de D'Alembert, c'est que le champ électrique et magnétique se propage dans les milieux diélectriques. Diélectrique est le nom qu'on donne aux isolants, c'est le nom qu'utilise la communauté scientifique pour désigner les isolants. Mais la vitesse de propagation, elle est différente. Ici, on constate que V est égal à 1 sur racine carrée de mu fois epsilon, qui est différente de la vitesse de la propagation dans le vide, qui est égal à 1 sur mu 0 epsilon 0. Ici, la vitesse de propagation de l'onde est inférieure à la vitesse dans le vide, qui est de l'ordre de 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, pourquoi?
Parce que tous les matériaux ont un epsilon supérieur à epsilon 0 et tous les matériaux ont soit une permittivité magnétique égale à celle du vide, ils sont pas magnétiques dans ce cas-là, soit ils ont une permittivité magnétique supérieure à celle du vide. Et du coup, si epsilon et mu sont supérieurs à epsilon 0 et mu 0, forcément, la vitesse est inférieure à la vitesse dans le vide, à la célérité de la lumière dans le vide. Alors, sachant que epsilon est égal à epsilon r fois epsilon 0 et mu est égal à mu r fois mu 0, on peut réécrire de manière plus agréable les vitesses. V qui était égal à 1 sur racine carrée de mu epsilon, je remplace par ces expressions et je constate que en séparant les multiplications, j'ai ce terme-là qui vaut C. Donc, la vitesse de la lumière ou du champ électromagnétique, de l'onde électromagnétique dans un milieu diélectrique est égale à 1 sur racine carrée mu r epsilon r fois la vitesse de la lumière. Si je fais le rapport, C sur V, il sera égal à racine carrée, justement, de la permittivité électrique relative, de la permittivité magnétique relative en produit. Ce terme-là, on va l'appeler N, qui est l'indice de réfraction du milieu. C'est l'indice de réfraction du milieu N. Vous avez déjà vu en optique. Si dans notre isolant, il n'y a pas de propriété magnétique, il est amagnétique, il n'a pas de propriété magnétique, dans ce cas-là, mu R vaut 1 et notre indice de réfraction serait égal uniquement à la racine carrée de la permittivité diélectrique epsilon R relative. Donc, ce qui revient à écrire que notre vitesse, ou la vitesse de l'onde électromagnétique dans les milieux diélectriques, elle vaut C sur N. N étant l'indice de réfraction. Donc, on peut réécrire les équations d'Alembert, dans le cas du champ électrique et du champ magnétique, par l'opération de E moins N sur C au carré, dérivé deuxième du champ électrique par rapport au temps égal à 0. La même chose pour B. Donc, le champ électrique et le champ magnétique se propagent à la même vitesse qui est égale à la vitesse qui est égale à C sur N. Autre propriété de l'onde électromagnétique, on va voir, c'est le vecteur d'onde. Alors, dans ce cas-là, le vecteur d'onde serait égal à oméga sur la vitesse de l'onde électromagnétique fois le vecteur unitaire. Rappelons que le vecteur unitaire est orienté dans la direction de propagation de l'onde. Et en remplaçant V par son expression C sur N, on obtient le vecteur d'onde serait égal à N fois oméga sur C fois U. Donc, qu'est-ce qui a changé par rapport au vide? C'est l'introduction de l'indice de réfraction du milieu de notre diélectrique, de notre isolant, par rapport à l'expression du vide. Donc, dans le cas du vide, on avait le vecteur d'onde qui était égal à oméga sur C fois U. Cette fois-ci, on aura K est égal à N fois oméga sur C fois U. Dans le cas du vide, N est égal à 1 et on retrouve l'expression du vide. Le champ magnétique exprimé en fonction du champ électrique en module, en valeur algébrique, on a B qui est égal à 1 sur V fois E. On avait déjà vu ces expressions plus en détail dans le cours je crois que c'est le cours numéro 5. C'est dans le cas la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide. On avait vu que B, la valeur algébrique du champ magnétique,
est égal à E sur C, dans le cas du vide. Et dans le cas du diélectrique, B serait égal à E sur V, V étant la vitesse dans le milieu. Or, V est égal à N sur C, donc on aura B qui est égal à N sur C fois E. Là aussi, ce qui a changé, par rapport au vide, on a multiplié uniquement par l'indice de réfraction du milieu diélectrique. Et pour ce qui est de l'impédance du milieu, aussi qu'on a vu, qui représente le rapport entre E et H, E sur H est le vecteur d'excitation magnétique, il serait égal à la racine carrée de mu sur Y, et donc c'est la nouvelle impédance qui sera bien différente de l'impédance caractéristique du vide, qu'on avait noté ZC. Donc ZC, c'est l'impédance caractéristique du vide et qui vaut mu0 sur Y0. Ici, l'impédance caractéristique est modifiée par rapport au milieu caractéristique. Passons cette fois-ci à la propagation des ondes électromagnétiques dans les conducteurs. On considère que ces conducteurs sont parfaits. Et faisons une mise en équation de la propagation. Dans les conducteurs, ce qui va les caractériser, c'est leur facilité à conduire de l'électricité. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en évidence. Alors, cette conductivité est caractérisée par l'équation locale d'Ohm qui s'écrit densité de courant électrique est égale à sigma fois E. J, c'est la densité de courant de conduction. Et ici, elle n'est pas nulle. Sigma, c'est la conductivité du milieu. Et E, c'est le champ électrique. Dans ce cas-là, on revient aux équations de Maxwell, juste pour les rappeler. Divergence de E est égale à ρ sur Y. Div de B est égal à 0, quelles que soient les conditions. Et le rotationnel de E est égal à moins la dérivée de B par rapport au temps. Et enfin, ce qui va nous intéresser, le rotationnel du champ d'excitation H est égal à J, la conduction, plus dérivée de D par rapport au temps. Prenons une onde plane progressive et harmonique. Elle va s'écrire en notation complexe, en notation exponentielle. E égale une amplitude, un vecteur d'amplitude, E0, constant, exponentielle, I, le nombre complexe dont le carré est égal à moins 1. Donc, I, c'est le nombre complexe, de sorte que I au carré égale à moins 1. Et l'argument, ici, oméga t moins K scalaire R. K, c'est le vecteur d'onde et R, vecteur position. Donc, c'est la forme standard du champ électrique et de champ magnétique ou champ d'excitation magnétique pour une onde plane, progressive, harmonique. C'est la forme qui exprime la propagation du champ électrique et du champ magnétique. Dans le cas d'une harmonique, harmonique, ça veut dire une propagation une onde de type cosinus, par exemple. Là, je dérive D par rapport au temps. Je dérive cette expression et je la multiplie par Y pour retrouver D. Donc, je dérive D par rapport au temps. La dérivée, ça c'est constant, il va rester. Je multiplie par Y parce que D est égal à Y fois E. Et la dérivée de l'exponentielle, c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur par rapport au temps. Donc, celui-là passe à 0. Et la dérivée de oméga t, donc qui va sortir I fois oméga. On aura I oméga, c'est ce qui est à l'intérieur, la dérivée de ce qui est à l'intérieur, Y fois E, et je garde l'exponentielle.
Et donc, cette expression que je retrouve, c'est l'expression globale du champ électrique, qui est égale à I oméga epsilon fois E. Le champ d'excitation magnétique va s'écrire dans l'équation de Maxwell-Ampère, J plus dérivée de D par rapport au temps. J, je le remplace par la loi d'Ohm locale, sigma fois E, la conductivité fois le champ électrique, et la dérivée qu'on vient de calculer du vecteur d'excitation électrique. Et donc, j'obtiens sigma plus I oméga epsilon. Je fais sortir le E facteur commun. Donc, sigma plus I oméga epsilon, le tout multiplié par E. Donc, l'équation de Maxwell-Ampère va se réécrire de la façon suivante. Rotationnelle de H égale sigma plus I oméga epsilon fois le champ électrique. Estimons ou calculons la divergence des deux membres. Donc, on va faire divergence des deux membres et on va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Divergence du rotationnel de H est égale à divergence du deuxième membre. Et comme c'est des paramètres constants, ils peuvent sortir de la divergence, puisque la divergence, je rappelle, c'est des dérivations dans l'espace. De l'autre côté, la divergence du rotationnel est tout le temps égale à 0. Ça, c'est une caractéristique mathématique. La divergence du rotationnel de n'importe quel vecteur, elle est tout le temps nulle. Donc, le premier membre est nul. J'obtiens sigma plus I oméga epsilon, qui a des valeurs constantes, fois divergence de E égale à 0. Si ce terme-là est nul, forcément, la divergence de E est nulle. Et en se référant à la première équation de Maxwell-Gauss, si la divergence de E est nulle, forcément, la densité de charge électrique est nulle. Donc, on vient de démontrer que même dans le cas des conducteurs qui ont des charges libres, la densité de charge est nulle. Revenons maintenant à l'équation de Maxwell-Faraday. Appliquons le rotationnel sur les deux membres. Rotationnel du rotationnel de E égale le rotationnel de moins la dérivée de B par rapport au temps. Vous êtes habitué, on permute la dérivation par rapport au temps, par rapport à la dérivation du rotationnel, et on utilise l'équation 11 qu'on a déjà vue précédemment, le rotationnel de B qui est égal à mu fois sigma plus I oméga epsilon E. Ce qui a changé, juste j'ai remplacé H par B sur mu, et B sur mu, mu est une constante, il passe au deuxième membre, et j'aurai rotationnel de B égale à mu fois sigma plus I oméga epsilon fois E. Rappelons que le rotationnel du rotationnel de E, vous avez déjà vu, vous êtes habitué, est toujours égal au gradient de la divergence moins le Laplacien. Or, on vient de démontrer que la divergence est nulle. Dans la diapo précédente, nous avons vu que la divergence de E est nulle, là aussi. Donc, le rotationnel du rotationnel de E serait égal à moins le Laplacien de E. Et là, si je remplace, j'aurai moins le Laplacien de E égale moins la dérivée par rapport au temps. Je remplace le rotationnel de B par mu fois sigma plus I oméga epsilon. Je permute, puisque c'est des constantes, et j'aurai dérivé par rapport au temps du champ électrique. Or, puisque nous sommes dans une onde plane progressive harmonique,
la dérivée par rapport à E de l'exponentielle I oméga t moins KR serait égale à I oméga fois le champ électrique E. Revenez à l'expression du champ électrique dans le cas d'une onde plane progressive harmonique. E est égal à E0 exponentielle moins I oméga t plus K, moins K fois R. E0 exponentielle I oméga t moins K scalaire R. Et la dérivée de l'exponentielle, c'est I oméga et le reste ne change pas. Donc, j'aurai moins Laplacien de E égale à cette expression que je fais distribuer. Donc, je distribue le I oméga à l'intérieur des parenthèses et j'aurai l'expression finale, le Laplacien de E plus mu fois oméga au carré, multiplié par epsilon moins I sigma sur oméga fois le champ électrique est égal à 0. On notera l'équation 12. Alors, dans le cas des ondes électromagnétiques qui se propagent dans un bon conducteur, par exemple l'or, l'argent, le fer, le cuivre, la conductivité est toujours multiple de 10 puissance 6 siemens par mètre d'unité qu'on donne à la conductivité. Et pour des fréquences inférieures à 10 puissance 17 Hz, qui correspond à peu près à une onde dans l'ultraviolet, le terme sigma sur oméga est très grand devant epsilon. Sigma 10 puissance 6 et plus, divisé par oméga, qui 2πf et la fréquence, elle est faible, moins de 10 puissance 17, ce terme-là sera toujours très très grand devant epsilon, et on se fixe une barre à peu près pour des ondes avec des fréquences inférieures aux fréquences des ultraviolets. Donc, ce qui veut dire que pratiquement, on est en train de négliger le courant de déplacement face au courant de conduction. C'est-à-dire l'onde va provoquer des courants de conduction qui vont être dominants par rapport au courant de déplacement. Donc, JC très grand devant JD dans l'équation de Maxwell-Ampère. Et donc, l'équation de Maxwell-Ampère va se simplifier à rotationnel de H égale à JC au lieu JC plus JD, puisque JD sera négligeable dans ce cas par rapport à JC. Et donc, l'équation du champ électrique, l'équation 12, va se réécrire par Laplacien de E moins I fois mu fois epsilon fois oméga, pardon, I fois mu fois oméga fois sigma fois E égale à 0, qu'on appelle l'équation de diffusion. Essayons un peu de décortiquer cette équation, l'équation 13, en posant alpha égale à moins I mu sigma oméga. Et par un petit calcul judicieux, on trouve que alpha, en fait, ici on pose alpha au carré, on pose alpha au carré égale à moins mu sigma epsilon. Donc, par un simple calcul, on déduit que alpha, en fait, c'est égal à 1 moins i racine carrée de oméga fois sigma fois mu divisé par 2. Et donc, l'équation de diffusion de l'équation 13 va se réécrire de cette forme-là, qui est une forme beaucoup plus subtile. Et on prend comme axe de dérivation Z, juste pour simplifier, puisque le Laplacien, en fait, c'est une dérivation seconde sur toutes les directions. On va simplifier le cas
où le champ électrique se propage suivant l'axe Z. Alors ici, donc l'équation différentielle 14 a pour solution générale E égale A exponentielle moins I alpha Z plus B exponentielle I alpha Z. Ça, c'est la forme générale de la solution possible pour l'équation 14. Je remplace donc notre alpha, 1 moins I racine carrée de ce qui est à l'intérieur, et j'aurai la forme générale de la solution de cette équation de cette forme-là. Je simplifie, ou plutôt je distribue, et j'aurai une nouvelle écriture du champ électrique. Je le réécris sous forme d'exposant. Donc ici, j'ai juste changé de type d'écriture. A exponentielle moins I plus 1 racine carrée, ce qui est à l'intérieur, fois Z, plus B exponentielle, ce qui est à l'intérieur, fois Z. Et donc, si je vais séparer, sachant que l'exponentielle de A plus B, c'est l'exponentielle de A fois l'exponentielle de B. Donc, je distribue tout ce que j'ai sur cette sommation, là aussi, et je sépare, j'aurai A exponentielle moins I, ce terme-là fois Z, exponentielle moins ce terme-là fois Z, puisque j'ai distribué sur cette somme et j'ai séparé les exponentielles en utilisant la propriété exponentielle A plus B, c'est l'exponentielle A fois l'exponentielle de B. Après avoir fait la distribution, bien sûr. De la même façon pour le deuxième membre, plus B exponentielle I, ce terme-là, exponentielle, ce terme-là fois Z. Alors, pour avoir une écriture beaucoup plus compacte, on pose delta égale racine carrée 2 sur oméga sigma fois mu. Et donc, l'expression 14 aurait la forme d'écriture A exponentielle moins I Z sur delta, exponentielle moins Z sur delta, plus B exponentielle I Z sur delta, exponentielle Z sur delta. Une forme beaucoup plus simple à écrire. Alors, A et B, c'est des constantes d'intégration de l'équation différentielle. Et si on observe bien, je reviens à la diapo précédente, on voit que dans le cas, ce terme-là, il est en fonction de Z. Or, l'onde se propage dans les Z positifs, vers les Z positifs. Et donc, plus Z augmente, plus ce terme-là augmente jusqu'à l'infini. Et ce qui est en contradiction avec la physique, puisque l'onde ne peut pas gagner en énergie. Forcément donc, le terme B est nul. Quand on a dit que la solution possible ne veut pas dire que c'est elle qui existe. Ce qui est possible ne veut pas dire ce qui est possible mathématiquement. Si les maths admettent les deux termes, cela ne veut pas dire que les deux termes existent. La solution mathématique possible est de cette forme-là. Mais physiquement, B ne peut pas exister et donc B est égal à 0. C'est ce qu'on veut dire par nécessairement B est égal à 0. Alors pour trouver l'expression de A, on doit remplacer par les conditions initiales et on prend à l'origine Z est égal à 0. On remplace le champ électrique à Z égale à 0. J'aurai le champ électrique à l'origine, donc à Z égale à 0, égale E0 exponentielle I oméga t. Puisqu'il se propage suivant Z, donc j'aurai 0 fois K, donc qui va s'annuler, j'aurai I oméga t. C'est l'expression de l'onde plane progressive harmonique en un point précis qui est l'origine. J'ai remplacé pour avoir un
un point particulier et pour trouver notre A. Et j'identifie par rapport à l'équation précédente. E doit être égal à ça. Dans l'équation 16, je remplace z égale à 0. Donc, ce terme-là devient égal à 1. Z égale à 0, ce terme est égal à 1. Donc, E est égal à A pour z égale à 0. Et en même temps, notre onde plane progressive harmonique en haut, elle vaut ceci. Je trouve que A est égal à exponentielle, E0 exponentielle i oméga t. Donc, notre A, il vaut E0 exponentielle i oméga t. Je remplace dans l'équation 16. Donc, j'aurai le A qui est égal à E0 exponentielle i oméga t fois exponentielle moins iz sur delta, exponentielle moins z sur delta, qui va me donner notre équation de l'onde plane progressive harmonique dans le conducteur qui s'exprime E0 exponentielle moins z sur delta, exponentielle i oméga t moins z sur delta. J'ai fait rentrer ce terme-là avec le oméga t puisque ils ont un i facteur commun. Donc, je regroupe ce terme-là. Qu'est-ce que je remarque? Que cette onde a une amplitude qui n'est plus constante, mais qui diminue au fur et à mesure qu'elle avance dans le conducteur. Mieux, plus elle avance d'une distance delta, plus son amplitude est divisée par E, qui est égal à 2,72. Donc, ce phénomène voudrait dire que l'onde est fortement atténuée dès qu'elle pénètre dans un conducteur. Elle arrive, dès qu'elle pénètre dans un conducteur, son amplitude commence à diminuer de manière exponentielle en divisant à chaque fois par 2,72 jusqu'à 0. Et ce phénomène a un nom, ce qu'on appelle l'effet de Pau. C'est comme si que l'onde ne peut pas dépasser la peau du conducteur. En fait, c'est une métaphore. C'est comme si qu'on est en train de dire que l'onde reste sur la peau. Juste la surface. Dès qu'elle arrive, elle pénètre, elle s'arrête, elle s'atténue juste à la surface. C'est un phénomène très connu qu'on appelle l'effet de Pau. À titre d'indication, essayons de comparer dans le cas de plusieurs rayonnements. Si on prend comme exemple le cuivre. Alors, dans le cuivre, à 50 Hz, une onde à 50 Hz, c'est les très basses fréquences, le delta, il vaut 9,4 mm. C'est-à-dire, chaque 9,4 mm, l'onde est divisée par 2,72. À 10 GHz, la fréquence des télécommunications, le delta, l'épaisseur de Pau, si vous voulez, passe à 0,6 micromètres. En infrarouge, qui correspond à des fréquences de cet ordre-là, delta est entre 10 puissance moins 8 et 10 puissance moins 9 mètres. Dans le cas de la lumière visible, delta est de l'ordre de 10 puissance moins 9 mètres. Vous voyez qu'on est en nanomètres. C'est très fin. Et dans les UV, on passe à 10 puissance moins 10 mètres. Donc, l'épaisseur delta, l'épaisseur de Pau, est très très faible. Et à chaque fois que l'onde avance de cette grandeur, l'amplitude est divisée par 2,72 jusqu'à ce qu'elle soit nulle, jusqu'à ce qu'elle s'annule complètement. Cette fois-ci, intéressons-nous à un autre côté qui est les courants en très haute fréquence dans les conducteurs. Qu'est-ce qui se passe
Au lieu qu'on a une onde électromagnétique qui arrive sur un conducteur, on injecte un courant par un générateur très haute fréquence dans un conducteur. Donc c'est un courant électrique, ce n'est plus une onde électromagnétique, c'est un courant électrique qui circule dans un conducteur, un fil par exemple. Alors je rappelle, comme nous avons vu précédemment, le courant de déplacement dans les conducteurs est très négligeable par rapport au courant de conduction. Rappelons ce qu'on a vu dans le 4e cours. Je crois que le 4e cours ou le 3e cours, c'est le 3e cours, l'équation de la conservation de la charge. Dans le 3e cours, ou le 4e, je ne me souviens plus, on avait l'équation de la conservation de charge qui s'écrivait divergence de J plus la dérivée par rapport à la densité de charge par rapport au temps est égale à 0. Et dans un conducteur, on a la densité de courant JC est égale à sigma fois E. Donc, je remplace J par sigma E, j'aurai divergence de sigma E plus dérivée de ρ par rapport au temps est égal à 0. Soit, je fais sortir sigma, c'est une constante, divergence de E plus dérivée de ρ par rapport au temps est égal à 0. Divergence de E, je le remplace par l'équation de Maxwell-Goss, qui est égale à ρ sur ypsilon. Donc, j'aurai sigma fois ρ sur ypsilon plus la dérivée de ρ par rapport au temps égale à 0. Donc, je vais le réécrire de manière plus subtile. Dérivée de ρ par rapport au temps plus sigma sur ypsilon fois ρ égale à 0. Ce terme-là, je le pose égal à 1 sur tau. Tau serait égal à ypsilon sur sigma. J'obtiens une équation différentielle du premier ordre, telle que dérivée de ρ par rapport au temps, plus 1 sur tau, une constante, qui vaut ça, fois ρ égale à 0. C'est une équation différentielle du premier ordre, qui est facile à résoudre. Sa solution est de la forme ρ est égal à ρ0 exponentielle moins t sur tau, ce qui veut dire que ρ, la densité de charge, diminue très rapidement. Au bout de 5 taux, par exemple, on aura 0 charge, puisque ça tend vers 0. Et si on évalue taux, par exemple, dans le cuivre, taux vaut à peu près 10 puissance moins 17 secondes, puisque l'unité de taux est la seconde, ce qui est très très rapide, puisque on travaille toujours pour des fréquences de l'ordre ou inférieures à 10 puissance 17 Hz. Donc, au bout de 5 taux, qui est un temps très faible, on aura plus de charge excédentaire. Le matériau s'équilibre rapidement. Donc, dans ce cas-là, on appelle le régime quasi-stationnaire. Le régime quasi-stationnaire, c'est-à-dire par opposition au régime transitoire. Dans le régime transitoire, c'est un régime qui caractérise la transition entre l'état 0 initial, par exemple chargé ou pas, et l'état qui va perdurer. On appelle ça RQS, régime quasi-stationnaire, c'est-à-dire on n'est plus dans la phase transition, mais on est dans la phase stationnaire, la phase permanente. Et dans ce cas-là, la densité de charge
tend rapidement vers 0, même s'il y avait des charges, ils vont disparaître. Et s'ils vont disparaître, l'équation de Maxwell-Gauss revient à divergence de E est égale à 0. Et donc, dans le régime quasi-stationnaire, les équations de Maxwell vont s'écrire divergence de E égale à 0, div de B égale à 0, rotationnelle de E égale à la dérivée de B par rapport au temps fois le signe moins, et l'équation de Maxwell-Ampère, c'est le rotationnel de H est égal à la densité de courant de conduction. Essayons un peu de voir ce que vaut le Laplacien de J. On a vu que le Laplacien de n'importe quel vecteur, c'est gradient de divergence moins le rotationnel du rotationnel. Ça, vous êtes habitués. On a fait ça plusieurs fois. Et donc, le Laplacien de notre densité de courant va être égal à gradient de la divergence de J, or J est égal à sigma E, moins le rotation du rotationnel de J. Or, on a montré, en faisant sortir le sigma, c'est une constante, on a montré que la divergence de E, rapidement, elle s'annule, puisque la charge, très rapidement, s'annule. On est en régime quasi-stationnaire. Et on obtient finalement que la densité, le Laplacien de J est égal à moins sigma rotationnel du rotationnel de E. On a remplacé là aussi J par sigma E. Et c'est la loi locale d'Ohm. Et sachant que le rotationnel de E par l'équation de Maxwell-Faraday, elle vaut moins dérivée de B par rapport au temps. Je fais sortir le moins, et donc qui va annuler ce moins-là. J'aurai sigma dérivé par rapport au temps de rotation de B. Or, le rotation de B est égal à J. Je reviens à J. Donc, en définitive, j'aurai une équation de Laplacien de J moins sigma fois mu dérivé par rapport au temps de J est égal à 0. Une équation différentielle par rapport à J. Alors, le Laplacien, comme nous l'avons déjà dit, c'est une dérivation par rapport à plusieurs variables de l'espace x, y, z. Alors, pour pouvoir un peu voir la nature de cette équation différentielle, on prend une seule variable qui est z. Donc, j'aurai deuxième dérivée, le Laplacien va être, puisqu'on n'a que z comme variable, deuxième dérivée de j par rapport à z, moins I fois sigma mu oméga j. Pourquoi? Parce que nous avons pris un j sous forme sinusoïdale. Nous avons injecté un courant de type cosinus ou sinus. Donc la dérivée par rapport au temps, je reviens, la dérivée par rapport au temps d'un cosinus, c'est I oméga, c'est multiplier ça par I oméga, puisque J, c'est une amplitude fois exponentielle I oméga t. I oméga t. Donc, la dérivée par rapport au temps revient à multiplier par I oméga. Je rappelle que ça uniquement dans le cas des harmoniques, c'est-à-dire des cosinus et des sinus. Et en posant alpha au carré égal à ce terme-là, moins I mu sigma oméga, donc alpha serait égal à 1 moins I racine carrée oméga fois sigma fois mu sur 2. Donc, on avait vu ça précédemment. Les solutions de l'équation différentielle de cette forme-là sont nécessairement A exponentielle moins I alpha Z plus B exponentielle I alpha Z. Et comme le courant ne peut pas augmenter de lui-même, physiquement c'est impossible, on retient que B est égal à 0. Je rappelle, une solution possible ne veut pas dire une solution qui existe. B est nécessairement égal à 0. Et si on pose delta égale à la racine carrée de 2 sur oméga sigma mu, alpha
va s'écrire 1 moins I fois 1 sur delta. Donc ça, c'est 1 sur delta. La solution J va s'écrire A exponentielle moins 1 plus I Z sur delta. Donc, en notre fréquence, je me rends compte que le courant circule sur une faible épaisseur de la surface de notre conducteur. Sur une faible surface de notre conducteur. Il ne circule que sur une faible épaisseur. C'est comme si qu'il ne circule que sur la peau du conducteur. Plus la fréquence augmente, plus le courant circule juste à la surface. C'est des courants de surface. Et si j'exprime delta, j'aurai delta égale racine carrée 2 sur oméga, c'est quoi? C'est 2πf, sigma fois mu. Et donc, j'aurai une expression de delta, l'épaisseur de peau, dans le cas ici de cette conduction, 1 sur racine carrée pi fois f fois sigma fois mu 0 fois mu r. Donc, plus la fréquence augmente, plus delta diminue. Plus il circule juste sur de faibles épaisseurs de la surface de notre conducteur. De même, si le matériau est magnétique, l'épaisseur va être encore plus faible dans le cas des matériaux magnétiques. À titre d'exemple, pour une fréquence de 25 kHz et dans un acier non magnétique, l'épaisseur delta, l'épaisseur de peau, serait d'uniquement 3 mm. Donc, si vous avez une barre d'acier et que vous faites passer un courant qui a une fréquence de 25 kHz, le courant, principalement, va se déplacer sur uniquement les quelques millimètres de l'épaisseur, les quelques millimètres sous la surface extérieure du conducteur. Si notre acier est magnétique, si je remplace cette barre par un conducteur qui est magnétique, alors delta va passer jusqu'à 0,07 mm. 0,07 mm. Et toute la densité du courant va être concentrée sur la surface. Il y aurait très très peu de courant qui circule dans le volume intérieur de votre barre. Ce qui est très pratique, parce que vous savez, le principe des fours à induction, c'est un champ magnétique très variable. Ce que je voulais dire, c'est les plaques à induction. Pour les fours, c'est le même principe, mais là, je pointe ici les plaques à induction. Ils ont des ustensiles de cuisine spécifiques. Donc, si vous avez une plaque à induction, vous n'allez pas mettre une casserole ordinaire. Vous êtes obligé d'acheter une casserole dédiée à ça. Pourquoi? Parce que le principe est d'avoir un champ magnétique variable, donc pour provoquer des courants de ce qu'on appelle des courants de Foucault. C'est des courants qui vont circuler dans votre casserole et ces courants-là sont de très haute fréquence, en général 25 kHz, et ils vont circuler dans le volume pour provoquer de la chaleur par effet Joule. Il se trouve que si vous utilisez de l'acier normal, vous avez besoin de plusieurs millimètres pour capitaliser tout le courant de Foucault et que votre poêle chauffe. Par contre, si vous utilisez un fond de casserole magnétique, un matériau magnétique, vous n'allez avoir besoin que de quelques millimètres d'épaisseur pour avoir tout le courant de Foucault et donc ça chauffe mieux. Ça chauffe mieux puisque le courant ne va circuler que dans quelques millimètres au lieu d'une dizaine de millimètres dans le cas d'un acier ordinaire. Présentons ici un profil en coupe de notre barre, par exemple, de notre conducteur. Le courant circule en longueur, par exemple, et je prends une coupe. Ici, c'est le maqta', une coupe. Ici, c'est le centre de notre barre.
Ici, c'est plus R, c'est-à-dire on arrive au rayon de la barre. Ici, c'est moins R, c'est l'autre côté. Si je trace J en fonction de plusieurs fréquences, alors pour une fréquence, par exemple, de 50 Hz, pratiquement le courant circule, ou dans le cas des fréquences plus basses, dans toute la section, de la même façon. On va trouver une densité de courant la même dans tout le volume. Mais si on augmente la fréquence, progressivement, il y aura plus de courant sur la surface que sur l'intérieur. Vous voyez, ça diminue, ça commence à diminuer dans le centre. Et plus on augmente, plus le centre du conducteur aura moins de densité de courant, jusqu'à pratiquement avoir tout le courant juste à la surface et pratiquement nul le reste. Ici, de la densité de courant élevée, juste à la surface. Tu as beaucoup de courant, puis ça s'annule au centre. Donc ça n'arrive qu'en fonction de la fréquence. Je ne parle pas, ici, je ne suis pas en train de faire la conduction dans ce sens-là. Non, la conduction est sur le long de la barre. Et ici, je trace la coupe de la section de la barre, maqta. Le courant, il circule le long de la barre, mais il est beaucoup plus dense sur la surface de la barre par rapport au centre de la barre. Mais la circulation du courant, elle est le long de la barre. Ici, le delta, c'est cette épaisseur. Il y aura plus de courant juste à la surface et moins de courant au centre. Mais la direction du courant est le long de la barre, par exemple. Alors, nous allons, dans ce paragraphe, parler de quelque chose de nouveau par rapport à vous, qui est le phénomène de dispersion. C'est quoi le phénomène de dispersion? C'est la dépendance du vecteur d'onde K par rapport à la fréquence. Reprenons l'expression du champ électrique de l'onde électromagnétique qui se propage dans le conducteur. E est égal à E0 exponentielle moins Z sur delta exponentielle I oméga T moins Z sur delta. C'est l'expression de l'onde. Ici, c'est l'amplitude. Et ce terme-là, c'est le facteur qui va faire diminuer E0. C'est multiplié par un facteur qui tend vers 0. Donc, l'onde, c'est ça. Et donc, le vecteur d'onde, c'est le coefficient de la position Z. Ici, donc, K est égal à 1 sur delta. Ce qui fait que K, vecteur d'onde, c'est égal à racine carrée de oméga sigma fois mu sur 2. Et là, on remarque que K dépend de manière différente de la fréquence par rapport au cas du vide. Alors, on appelle un milieu dispersif tout milieu où on trouve une relation entre oméga et K, la fonction qui va relier oméga à K, une fonction autre qu'une fonction linéaire. Si la fonction n'est pas linéaire entre oméga et K, مش علاقة طردية إذا كانت non linéaire علاقة مش طردية, on parle de milieu dispersif. Faites bien attention à ça. Vous allez en avoir besoin dans d'autres modules. Vous allez en avoir besoin peut-être en mécanique quantique, en physique du solide, peut-être en nucléaire, je ne sais pas, mais c'est une notion très délicate en physique. On parle de milieu dispersif si la relation entre la pulsation et le K n'est pas une relation linéaire, mais dès si elle est linéaire, on dit que le milieu est non dispersif. Si la relation n'est plus linéaire, alors on parle de milieu dispersif.
Ce qui veut dire que la vitesse V de chaque onde, parce que généralement, on n'a jamais une onde avec une fréquence unique. Toujours, c'est des ondes avec un groupe de fréquences. On en parle de paquets d'ondes. Donc, dans la réalité, on n'a jamais une onde avec une seule fréquence unique. Généralement, c'est des fréquences, un paquet d'ondes avec des fréquences très, très, très rapprochées. Et donc, la vitesse de chaque onde prise individuellement n'est plus égale à la vitesse de l'énergie. La vitesse de l'énergie, c'est la vitesse du groupe d'ondes. On parle du paquet d'ondes. Et dans ces cas-là, on distingue deux types de vitesses, la vitesse de phase et la vitesse de groupe. La vitesse de phase, elle est définie par le rapport oméga sur K. Alors que la vitesse de groupe est définie par dérivée de oméga par rapport à K. Pour avoir une idée, prenons le cas du vide, où la dépendance est linéaire. Dans le cas du vide, vous avez K est égal à oméga sur C. Le vecteur d'onde en valeur algébrique, K, il vaut oméga sur C. Donc, la vitesse de phase, c'est, comme on l'a défini, c'est oméga sur K, elle vaut C. D'accord? Et la vitesse de groupe étant définie par dérivée de oméga par rapport à K, je trouve aussi C. Puisque si je dérive oméga par rapport à K, hein, on voit que oméga est égal à C fois K. C fois K. Je dérive oméga par rapport à K, je trouve C, juste la constante. Et donc, je regarde dans un milieu non dispersif, par exemple le vide, on a la vitesse de phase est égale à la vitesse de groupe, est égale à C. C'est la vitesse de la lumière dans le vide. Ce qui est caractéristique des milieux non dispersifs. La vitesse de phase est égale à la vitesse de groupe. Alors, dans le cas d'une onde électromagnétique qui se propage dans un conducteur, on calcule la vitesse de phase, qui est le rapport oméga sur K. On a l'expression de K, et je trouve, après arrangement de l'équation, que la vitesse de phase, elle vaut racine carrée de oméga sur sigma mu. Ou je pourrais l'écrire autrement, 2K sur sigma mu. Alors que la vitesse de groupe, je reprends K, c'est racine carrée oméga sigma sur sigma mu sur 2. Donc, oméga, c'est égal à 2K au carré sur sigma mu. Je dérive ça par rapport à K. Je trouve une vitesse de groupe qui vaut 4 fois K sur sigma mu. Regardez, la vitesse de groupe est différente de la vitesse de phase. La vitesse des ondes individuellement est différente de la vitesse du paquet d'ondes. Pour comprendre un peu mathématiquement ce que voudrait dire cette différence de vitesse de phase et vitesse de groupe, comme nous l'avons dit, une onde ne se propage jamais seule, mais elle est composée de plusieurs ondes monochromatiques, c'est-à-dire d'ondes avec une seule fréquence. Et donc, ce groupe d'ondes, ce paquet d'ondes, est généralement la somme de plusieurs ondes. Prenons par exemple un cas simple, juste pour comprendre. Deux ondes avec des fréquences très proches, mais différentes, des vecteurs d'ondes différents, donc des longueurs d'onde différentes, et qui sont associés en même temps dans un endroit. Ce qu'on va voir, ce qu'on va mesurer, en fait, c'est la somme des deux. Et la somme des deux cosinus, en appliquant les relations trigonométriques, j'obtiens 2 fois cosinus ça, fois cosinus ça. Je m'arrange
pour rassembler les facteurs du temps et les facteurs de la position x d'un côté comme de l'autre, j'obtiens une nouvelle écriture, 2 fois cosinus oméga 1. Bon, je rappelle ici, je peux mettre ici une amplitude, peu importe, une amplitude commune. Donc 2 fois cosinus oméga 1 plus oméga 2 fois t moins k1 plus k2 fois x. Et une deuxième onde cosinus qui est multipliée oméga 1 moins oméga 2 t moins k1 moins k2 x sur 2, bien sûr. La première partie est appelée la porteuse. C'est l'onde porteuse. La deuxième partie, c'est l'enveloppe. Donc, ceci se présente sous forme d'une onde qui se propage, mais qui a une amplitude qui n'est plus constante. Cette amplitude elle-même a une forme d'onde. Donc, nous avons une onde, mais qui est modulée. On parle de modulation dans les télécommunications, on parle de modulation dans beaucoup de domaines. L'amplitude, cette onde a une amplitude qui est modulée. Il y a deux types de modulation. Il y a une modulation d'amplitude, il y a une modulation de fréquence. Pour ça, on ne va pas se perdre dans les télécommunications, la nomenclature. Mais une onde, elle a une amplitude qui n'est plus constante, mais qui est modulée par une autre onde. Alors, chaque onde individuellement a une vitesse de phase qui est égale à oméga 1 sur K1, mais l'ensemble a une autre forme. Si je fais la somme, voilà, une onde, E1, donc chaque point, il oscille comme ça. Si je prends un point qui appartient à l'onde bleue, il va se propager comme ça. L'onde noire est une sinusoïde ou cosinus qui a une autre fréquence qui se déplace avec une autre vitesse, vitesse de phase 2. Quand je fais la somme, j'obtiens la somme de ces deux ondes, juste ces deux ondes. C'est la même chose si je fais avec beaucoup plus d'ondes. J'obtiens cette forme-là. Une nouvelle onde avec une fréquence spécifique, mais dont l'amplitude augmente et diminue. Alors, vous voyez, ça, c'est l'enveloppe. Et l'onde elle-même, elle fait ça. On parle de paquet d'ondes, et ça, c'est l'enveloppe. D'accord? Donc, la somme de ces deux ondes me donne cette forme-là. Une onde, une nouvelle onde, qui a une fréquence différente des deux, mais elle n'a pas une amplitude constante comme chacune des deux premières. Regardez ici, l'amplitude, elle est constante. L'amplitude, elle est en fonction d'une sinusoïde. Elle est modulée en amplitude. Ça, c'est cette forme-là, enveloppe. C'est cette sinus. Et celle-là, la porteuse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui oscille. Alors, ces deux ondes, bien sûr, on va pas, lorsqu'on mesure, on va pas les mesurer, on va pas pouvoir les distinguer individuellement, mais on va mesurer juste leur somme. Et dans leur somme, il y a une vitesse qui est la vitesse de la porteuse, c'est la vitesse de phase. Je reviens. La vitesse du point, je prends le point dans cette onde, ça. La vitesse avec laquelle va se déplacer un point dans la porteuse qui est à l'intérieur serait différente de la vitesse avec laquelle se déplace le paquet, le groupe. On parle de milieu dispersif. Donc, dans le milieu dispersif, ces deux vitesses ne vont plus être les mêmes. Et la vitesse de groupe, c'est la vitesse de la porteuse, de l'enveloppe. Pardon, l'enveloppe. La vitesse de phase, c'est la vitesse de ce qui est à l'intérieur. Et dans la pratique, généralement, comme les fréquences sont très très proches, la vitesse de groupe, puisque c'est égal à la différence quand elle se rapproche,
elle va être confondue avec la dérivée. Vous avez vu ça en première année. La différence, lorsqu'elle est très proche, elle peut être remplacée par une dérivation. J'aurai la définition vitesse de groupe, c'est la dérivée de oméga par rapport à k. Dans cette animation de l'université de Linz, on voit, comme nous avons dit, la somme de deux sinus, de cosinus, deux harmoniques, avec des fréquences et des vecteurs différents. Et donc, ici, pour ces valeurs-là, le déplacement du point jaune est bien plus rapide que le déplacement du point bleu. La vitesse du point jaune représente la vitesse de phase, qui est la vitesse de la porteuse, ce qui est à l'intérieur. Le point bleu, qui est en train de se déplacer, représente la vitesse du paquet d'ondes. Et il est plus inférieur que la vitesse de la porteuse. Donc, pour ces valeurs-là, la vitesse de phase est plus importante par rapport à la vitesse de groupe. Donc, pour ces valeurs-là, on remarque que pratiquement la vitesse de phase est égale à la vitesse de groupe. Voilà, la vitesse de phase, elle est égale à la vitesse de groupe. Ici, si c'était un milieu, l'onde, c'est un milieu non dispersif, puisque la vitesse du paquet d'ondes est pratiquement égale à la vitesse de la porteuse. Ça, c'est le cas où nous avons un milieu non dispersif. Vous avez le paquet d'ondes, la vitesse de la porteuse, elle est égale à la vitesse du paquet d'ondes. Le point jaune se déplace à la même vitesse que le point bleu. Sinon, pour un autre milieu, on va observer quelque chose qui ressemble à ça. La vitesse de phase, bien plus importante, regarde, elle est très rapide par rapport à la vitesse du paquet d'ondes. Ces paquets-là se déplacent tous à la même vitesse, qui est la vitesse de leur nœud, et vous avez une vitesse de groupe différente de la vitesse de phase. Vitesse de phase, vitesse de groupe. Ici, je trace l'enveloppe, c'est-à-dire le cosinus qui regroupe les amplitudes. On parle de modulation en amplitude. C'est très important cette notion. Ça, c'est le paquet d'ondes. Physiquement, la vitesse de phase n'a aucun sens. Et là, parfois, on a même observé, lorsque on est très proche des bandes d'absorption, que cette vitesse de phase devient supérieure à la vitesse de la lumière. Ce qui n'a rien de contradictoire avec la théorie d'Einstein qui dit aucune énergie, aucune information, aucune masse ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Mais ce qui est intéressant, c'est la vitesse de groupe. Parce que la vitesse de groupe, c'est elle qui représente la vitesse, de l'énergie et donc de l'information. Et qui représente physiquement quelque chose qu'on mesure qui est palpable. On mesure ce qui se déplace à la vitesse de la lumière ou inférieure, c'est la vitesse de l'énergie. Et la vitesse de l'énergie, elle est caractérisée par la vitesse de groupe. Donc, physiquement, la vitesse de groupe n'a jamais été supérieure à la vitesse de la lumière dans le vide. N'a jamais dépassé ici. Donc, sur ce, se termine notre cours. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et on se retrouve pour un nouveau cours la prochaine fois. Merci. Salam alaikum.